Anicet Le Pors, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien ministre, vous l'avez été entre 1981 et 1984 dans le gouvernement Mauroy. Vous avez aussi dirigé bien avant une mission interministérielle immigration et développement économique et social de 75 à 77. Il y a 40 ans. Donc. Et vous avez été aussi, plus récemment, président de l'association des juges d'asile, puisque vous étiez jusqu'à très récemment président de section à la Cour nationale du droit d'asile. Cour où, pour expliquer un petit peu aux gens, c'est la cour qui soit valide, soit annule les décisions de l'OFPRA concernant l'attribution ou non donc, du statut de réfugié pour les demandeurs d'asile. Vous aviez d'ailleurs dans cette cour la réputation, enfin on vous surnommait annulator, puisque vous aviez la réputation d'annuler très souvent, beaucoup plus souvent vos collègues, les décisions de l'OFPRA. Alors aujourd'hui on vient vous voir pour parler de cette réforme du droit d'asile qui est actuellement débattue au Parlement. Et cette réforme était unanimement reconnue comme nécessaire par les associations, notamment parce que les délais d'attribution et de décision étaient parfaitement indignes. On promet des améliorations. Vous, quel est votre sentiment par rapport au contenu de cette nouvelle loi qui se profile ? Ce n'est pas une grande réforme. J'hésite à dire qu'elle est petite, car ce serait excessif, mais ce n'est pas une grande réforme. Et si elle a été mise en chantier, c'est parce que nous avons reçu l'injonction de l'Union européenne d'avoir à appliquer des directives qui n'étaient pas jusque-là appliquées et qui nous demandaient en particulier d'accélérer les délais beaucoup trop longs. Donc on peut créditer le gouvernement actuel de vouloir effectivement rétrécir les délais, mais il ne faut pas oublier que c'est une injonction européenne. Alors quant aux moyens mis en œuvre pour réduire ces délais, ils sont au nombre de plusieurs, mais par contre on n'a pas constaté beaucoup d'augmentation d'effectifs par exemple à l'OFPRA. Il y a des choses qui manquent quand même. Les délais effectivement sont promis pour être restreints, mais on restreint aussi les délais pour faire appel pour certaines choses. Donc il y a des choses qui peuvent pénaliser peut-être les demandeurs d'asile. Alors si on veut faire un bilan de ce projet de loi, on peut faire l'inventaire des points positifs et négatifs. Alors, est positif dans cette loi, le fait de prévoir qu'à l'OFPRA, pendant l'entretien, qui est le premier entretien du demandeur d'asile, il pourra bénéficier de l'accompagnement d'un conseil, qui pourrait être un avocat ou bien un responsable d'association. C'est bien si ces personnes qui conseillent le font de manière judicieuse et avec tous les éléments du dossier. Un deuxième point qui apparaît positif, c'est le fait que pendant la période qui se situe entre la décision administrative et puis le recours devant la Cour nationale des droits d'asile pour les gens qui sont en procédure prioritaire, c'est-à-dire en procédure expéditive parce qu'on les a attrapés dans le métro, par exemple, si vous voulez, donc ils étaient en situation irrégulière. Parce que aujourd'hui, les gens qui font un recours dans des conditions normales devant la Cour nationale du droit d'asile ont un recours qui est suspensif. Donc ça ajoute quelque chose sur injonction européenne, là encore, mais c'est quand même de portée extrêmement limitée. Le troisième point positif, mais il est un peu aléatoire, c'est ce qui est prévu pour l'hébergement des demandeurs d'asile. Il est prévu dans les années qui viennent 5000 places de CADA, qui est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Tout cela est positif, c'est le résultat donc de la pression européenne essentiellement, et ça a un caractère aléatoire compte tenu des moyens qui seront affectés pour ces réalisations. Alors du côté négatif, on pourrait résumer en disant c'est l'accélération des délais. Alors l'accélération des délais peut être une bonne chose, car il n'est jamais bon de laisser traîner des affaires. Les gens sont dans l'expectative, une expectative angoissée, mais il ne faut pas non plus les raccourcir trop, car à ce moment-là, c'est l'instruction qui en souffre et c'est la qualité de la décision qui en est la conséquence et l'enjeu. Donc raccourcissement important des délais, mais qui n'est pas une innovation. Moi, depuis 40 ans
que je m'occupe des questions d'immigration et de l'asile, j'ai entendu tous les chefs de l'État, tous, sans exception, dire qu'il faut raccourcir les délais. Et les délais n'ont pas été raccourcis d'une manière significative. Raccourcir les délais, à mon avis, dans la conjoncture actuelle, ça aura un impact négatif. Car déjà les dossiers sont instruits d'une manière qui n'est pas satisfaisante. Si on raccourcit encore le délai, eh bien, ça va peser sur l'entretien devant l'OFPRA. Hein. Et puis, le juge aura moins de temps pour regarder le dossier, les rapporteurs moins de temps pour instruire, etc. Donc, je crois que l'impact est plutôt négatif. La deuxième chose, c'est ce que vous avez signalé. On va enjoindre aux demandeurs d'asile d'aller se faire voir ailleurs, en quelque sorte, faute de quoi on lui enlèvera ses allocations. Alors ça s'apparente quand même assez largement à un chantage, car le demandeur d'asile, même s'il est un étranger et s'il arrive dans des conditions spéciales, il a peut-être des amis, il a peut-être des éléments de sa famille qui sont déjà en France. Et donc, pour lui-même et de manière humaine, ce serait mieux de le garder là où il a un minimum d'attache humaine. Et puis, un autre aspect qui est très négatif, alors celui-là, c'est pour raccourcir les délais, on institue un juge unique. Or, déjà, on peut se plaindre largement de la manière dont sont jugées les affaires. Vous savez, entre un juge sévère et puis l'annulator dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a un rapport considérable. Je ne vous donnerai pas, mais de plusieurs fois, si vous voulez. Ce qui veut dire que selon que le demandeur d'asile rentre dans une salle présidée par tel président ou bien dans la salle d'à côté présidée par un autre président, il a 3, 4, 5 fois plus de chances d'obtenir l'asile avec l'un qu'avec l'autre. Ça, c'est un déni de justice, ça n'est absolument pas satisfaisant. Donc, ce sont autant de points négatifs et à mon avis qui vont peser très lourd finalement, parce que la pente, c'est d'aller vite et puis de trancher dans le vif sans se poser trop de questions. Ce qui fait que je pense, contrairement à beaucoup de commentaires, y compris de commentaires à gauche, que le bilan de cette réforme, qui n'est pas très importante par elle-même, est plutôt négatif. On a l'impression aussi qu'il y a une forme d'instrumentalisation, comme souvent, de cette réforme. On nous dit, le Premier ministre, Manuel Valls, a déclaré qu'en substance, on était envahi par les demandeurs d'asile, qu'en plus, il a fait une suspicion de mensonge les concernant, puisqu'il a parlé des faux demandeurs d'asile. Que pensez-vous de cette idée qu'il y aurait une augmentation constante et une sorte d'envahissement des pays européens par les demandeurs d'asile? D'abord sur les faux demandeurs d'asile. On dit, et Manuel Valls l'a dit très souvent, que les demandeurs d'asile étaient en fait des demandeurs économiques. C'est-à-dire que les gens sont venus, non pas parce qu'ils fuyaient des persécutions, mais parce qu'ils étaient venus chercher du travail en Europe, en venant, donc, comme vous l'avez dit, du Sud. Moi, je balaye cet argument, car tout demandeur d'asile est un demandeur économique. Comment imaginer que quelqu'un qui a été torturé dans son pays puisse y trouver un travail d'une manière sereine? Donc tous les demandeurs d'asile politiques, notamment, sont des demandeurs économiques. Alors il y en a d'autres, effectivement, mais l'argument de Manuel Valls ne vaut absolument rien. Quant au phénomène général des flux migratoires et le fait que les migrants du Sud viendraient au Nord, les chiffres mettent à bas cette affirmation. 77% des demandeurs d'asile sont en Afrique et en Asie. L'Europe n'accueille que 15% des demandeurs d'asile du monde entier. Donc c'est une petite partie. Je crois que la France n'est même pas un des premiers pays en Europe à en accueillir. Alors là, il faut être juste. Il y a quelques années, la France était en tête en Europe. Vous savez, la France, c'est un peu compliqué. Hein, la France a une très bonne réputation. Souvent, quand j'ai interrogé des demandeurs d'asile, il m'est arrivé au détour, ce n'est pas un argument important, mais c'est au détour d'un questionnement, de leur demander pourquoi ils étaient venus en France.
Et très souvent, ils répondent parce que la France, c'est la patrie des droits de l'homme. Parce que la France, c'est une terre d'asile. C'est largement contredit par les faits depuis longtemps. Depuis la crise des années 30, la France s'est recroquevillée et n'a pas honoré sa réputation qui a été forgée depuis la Révolution française tout au long du XIXe siècle. Mais ça reste. J'ai eu un demandeur d'asile d'une ancienne colonie française qui m'a répondu à la question que je lui posais, pourquoi vous êtes venu en France? Il m'a dit, il était normal que je m'adresse d'abord à la puissance coloniale. Donc on voit qu'il y a quand même une fascination pour la France qui n'est pas très bien honorée, effectivement. Il reste qu'il y a quelques années, la France était la première destination et qu'elle avait un taux d'accords d'asile qui était relativement satisfaisant par comparaison aux autres. Donc on ne pouvait pas critiquer trop sur ce terrain, même si ça pouvait paraître tout à fait insuffisant. Ça a changé depuis 2 ou 3 ans, effectivement. L'Allemagne qui nous talonnait est passée devant très largement. D'autres pays comme la Suède également. Et la France a régressé. C'est quelque chose qui devrait quand même alerter le gouvernement actuel. C'est-à-dire, disons les choses carrément, si vous avez un gouvernement de droite, la France était première quant aux destinations des immigrés, soit le gouvernement de gauche, elle descend dans l'ordre du tableau. Il faut se demander pourquoi et essayer d'y répondre. Et si on a la dignité qu'on doit avoir avec l'histoire de France qu'on a, eh bien on devrait s'attacher à redresser tout cela. C'est bien parce qu'en vous entendant parler, on comprend que vous considérez, ce qui est la réalité d'ailleurs, l'immigration et les demandeurs d'asile comme une richesse pour notre pays. Oui, et puis c'est aussi une question de réalisme. Est-ce que dans un monde où les capitaux circulent librement, où les biens et les services circulent de plus en plus librement, où la culture est par destination universelle, comment peut-on imaginer qu'on va obliger les gens à rester dans des parcs, même si c'est des parcs historiques et des parcs nationaux? Non, on va vers des décennies qui sont des décennies de mouvement. Et il faut se mettre dans cette optique-là, et pas dans l'optique Schengen où on met des barrières partout, si vous voulez. Parce que ça, c'est condamné par l'histoire à coup sûr. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une politique laxiste. Vous savez, il y a des gens qui attaquent les frontières, qui disent il faudrait balayer toutes les frontières comme ça. Ce n'est pas mon cas. Parce que la frontière, c'est vrai, elle exclut celui qui est de l'autre côté de la frontière. Mais la frontière aussi protège. Est-ce qu'on peut penser que quelqu'un comme Tasliman Nasrin ou bien Salman Rushdie serait encore en vie s'il n'y avait pas de frontières? Évidemment non. Beaucoup de gens, même qui ont obtenu l'asile en France, auraient été tués s'il n'y avait pas de frontières pour les protéger. Donc il ne faut pas glorifier la frontière parce qu'elle exclut, et elle exclut souvent trop. Mais non plus, il ne faut pas critiquer la frontière en ce sens que le libéralisme pourrait aller jusqu'à la liberté de tuer, de s'entretuer, sans qu'il y ait d'état de droit pour poser un certain nombre de règles. Merci beaucoup.